Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vox Africa, je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce lundi 1er février au Nigeria. Une attaque meurtrière a eu lieu samedi soir dans la localité de Dalori, située dans le nord-est du pays. Selon des témoins, au moins 50 villageois auraient été tués dans cette petite ville proche de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Les terroristes présumés de Boko Haram, comme indiqué par le porte-parole de l'armée nigériane, Mustapha Anka, sont arrivés dans 2 voitures et des motos. Ils ont ensuite ouvert le feu et brûlé des maisons. Par ailleurs, les autorités nigérianes rapportent que 3 femmes kamikazes ont aussi tenté de se mêler aux villageois avant d'être interceptées puis de se faire tout de même exploser. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram, dont le modus operandi ressemble beaucoup à celui de l'attentat de ce samedi à Dalori. Un mot de politique à présent. Dans le Niger voisin, la campagne électorale pour les élections présidentielles, couplée aux législatives, s'est officiellement ouverte ce samedi à minuit. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 21 février prochain. Sur les 15 candidats en lice, seul Hama Amadou, pourtant favori, ne pourra pas battre campagne sur le terrain. L'ancien président du Parlement est écroué depuis le 14 novembre dans le cadre d'une affaire de trafic présumé de bébés avec le Nigeria. Des bannières aux couleurs des différents dirigeants des partis en course ont envahi les rues de Niamey ce week-end. Celle du président sortant, Mahamadou Issoufou, qui brigue un second mandat pour le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Celle aussi de Amadou Boubacar Sissé ou encore celle de Seyni Oumarou, le candidat du Mouvement national pour la société de développement et qui avait perdu au second tour face à Mahamadou Issoufou en 2011. Le candidat du mouvement patriotique nigérien et ex-directeur de cabinet adjoint du président Mahamadou Issoufou s'est exprimé ce week-end au nom de son parti. Écoutons-le, il est suivi d'un militant du mouvement national pour la société et le développement de Seyni Oumarou. Dites aux camarades de l'intérieur du pays de ne pas baisser. Je sais les chantages, je sais les intimidations, je sais les manipulations, je sais les pressions qu'ils subissent, mais nous tiendrons bon. Parce que dans l'isoloir, ce sera nous et Dieu, on sera seuls. Ils ne nous font pas peur. On ne voit pas qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils utilisent ce qu'ils veulent. Nous sommes engagés, et je le répète, nous sommes très engagés. Nous allons montrer qui est MNSD Nassara et nous sommes prêts à élire notre candidat qui est Alaï Seyni Oumarou, Inch'Allah. À noter que pour le scrutin présidentiel nigérien, 4 des principaux candidats de l'opposition se sont alliés pour faire barrage à Mahamadou Issoufou au second tour. Le président sortant qui, lui, souhaite que la campagne en vue du premier tour soit apaisée. Écoutez M. Issoufou lors du meeting au Palais des Congrès de Niamey de son parti, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Je souhaite que la campagne se déroule dans la paix, dans l'apaisement. Je souhaite que cette campagne soit l'occasion de débats programme contre programme. Il faut élever les débats, il faut s'élever. Je souhaite que cette campagne ne se réduise pas à des insultes. En Afrique centrale aussi, les candidats s'organisent. C'est notamment le cas en République du Congo où André Okombi Salissa a battu campagne samedi à Brazzaville. Cet ancien ministre du président congolais actuel, Denis Sassou Nguesso, et qui est passé dans l'opposition en 2012, vient en effet d'annoncer sa candidature à l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Écoutez ce candidat de l'Initiative pour la démocratie au Congo. Mesdames et messieurs, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle. Plus que jamais, chers compatriotes, il vous revient de choisir entre l'immobilisme paralysant et le dynamisme générateur d'espoir, entre le passé et l'avenir, entre le culte de la personnalité et l'humilité au service du peuple. Des chefs d'État africains bien en fonction, eux, étaient rassemblés ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie. C'est ce week-end en effet que s'est tenu le 26e sommet de l'Union africaine. Alors, outre la grave situation de crise que vit actuellement le Burundi, l'un des points focaux du sommet a concerné la sécurité et la lutte
contre le terrorisme et le djihadisme en Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, était également présent. La réunion de samedi a désigné le nouveau président de l'institution panafricaine. Alors après le Zimbabwéen Robert Mugabe, c'est désormais le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno qui prend la tête de l'UA. Monsieur Déby Itno, en pointe dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique subsaharienne, occupera donc la présidence tournante de l'organisation continentale et ce pendant 1 an. C'est le président du Zimbabwe et ancien dirigeant de l'Union africaine qui a effectué la passation de pouvoir à M. Déby Itno. Quelques semaines après de nouvelles rumeurs sur son état de santé, Robert Mugabe a été l'objet d'un spectacle assez risible lors du sommet de ce samedi. Le chef d'État de 91 ans s'est fait remarquer, d'abord en s'endormant à son siège, puis en trébuchant au moment de se rendre clopin-clopant à la tribune de l'UA pour y effectuer son discours. Une scène que l'assistance a pris avec beaucoup d'humour et qu'elle n'a pas manqué d'applaudir. Et au-delà de l'amusant spectacle offert par le président zimbabwéen, M. Mugabe a fait aussi un discours éloquent à la tribune de l'Union africaine. M. Mugabe a demandé plus de pouvoir pour l'organisation continentale. Les chefs du Conseil de sécurité disent « Vous n'aurez jamais les pouvoirs que nous avons en tant que membres permanents ». Et nous avons demandé, réformer le Conseil de sécurité. And asked, reform the Security Council. Je vous le disais, le Burundi était au cœur des discussions du sommet de l'Union africaine. Il a aussi été au centre de l'actualité des médias avec l'arrestation jeudi de 2 journalistes étrangers, puis leur libération le lendemain. Le Français Jean-Philippe Rémy et le Britannique Phil Moore avaient été incarcérés, je cite les autorités burundaises, en compagnie de criminels armés, un terme qui désigne les insurgés qui ont pris les armes contre le président Pierre Nkurunziza. Ces 2 envoyés spéciaux du journal Le Monde au Burundi ont été déférés au parquet en début d'après-midi, vendredi, et ce après une nuit passée au siège du Service national de renseignement où ils avaient été interrogés. Aucune charge n'a été retenue contre eux. L'organisation Reporters sans frontières a qualifié ces arrestations d'atteinte à la liberté d'informer. Écoutez cette analyse de la situation par sa rédactrice en chef. La situation de la presse au Burundi est extrêmement préoccupante et ça fait partie des pays que RSF regarde de très près. Depuis le putsch de 2015, la plupart des radios indépendantes ont fermé. Il en reste quelques-unes, 3 à ma connaissance, qui ne peuvent émettre que par leur site internet. Les journaux ont fermé les uns après les autres. Les journalistes sont pour la plupart contraints soit de se cacher, de vivre clandestinement, ou même ils sont contraints à l'exil. L'information indépendante peut encore trouver quelques biais au Burundi grâce à un collectif spontané de journalistes qui est né justement 48 heures après le putsch de 2015. C'est un collectif qui s'appelle SOS Média Burundi et qui diffuse une information vérifiée, c'est-à-dire vraiment journalistique, via les réseaux sociaux. Ils sont en général équipés de smartphones, ils décident des informations qu'ils vont publier sur les réseaux sociaux et avec leur smartphone, ils réussissent à diffuser une information indépendante. Terminons notre journal à l'international où les masques et les costumes sont ressortis ce dimanche dans les rues et les canaux brumeux de Venise. Le traditionnel carnaval de l'île italienne a reçu la visite de milliers de fêtards, déguisés eux aussi pour l'occasion. L'événement a été marqué par le rituel Saut de l'Ange qui marque le lancement de ce prestigieux carnaval de Venise, l'un des plus célèbres au monde. À midi précise, une jeune femme s'est élancée dans sa robe bouffante orange depuis le haut du campanile de la basilique Saint-Marc. Les spectateurs réunis au bord de la lagune ont retenu leur souffle lorsque l'ange, attaché à un câble au-dessus de la foule, a lancé des confettis sur les gens amassés 80 mètres plus bas. Et le carnaval de Venise se poursuit jusqu'au 9 février, date du Mardi Gras qui marque le dernier jour avant le carême. Cette fête créée à Venise en 1162 et tombée en désuétude pendant des décennies a été remise au goût du jour par la municipalité en 1980. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash de ce lundi 1er février 2016. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai grand plaisir à vous retrouver demain, mardi, pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.